Novembre 1989. Par une accélération inattendue de l'histoire, le bloc soviétique, fissuré depuis plusieurs années, se disloque. Les Berlinois qui envahissent le mur séparant les deux Allemagnes en seront le symbole pour l'éternité. Qui pouvait imaginer qu'à peine 2 ans plus tard, le peuple, toujours lui, allait déboulonner les statues de Lénine dans la patrie du communisme? Cet autre symbole marque à jamais la désintégration de l'URSS. Entre ces deux dates, une série d'événements imprévisibles pour certains, inéluctables pour d'autres, se sont succédés. Le premier de ces événements se déroule à 4000 km de Moscou, sur 2 bateaux en pleine tempête, au milieu de la Méditerranée, au large de Malte. C'est la rencontre entre Mikhail Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, et George Bush, nouveau président des États-Unis. C'était très drôle parce qu'il y a eu un gros orage et ils n'arrivaient pas à faire se joindre les bateaux. Et Bush a eu le mal de mer et Gorbatchev aussi, tout le monde était malade. Les deux hommes qui vont l'un vers l'autre dans cette mer démontée sont à la tête des 2 plus grandes puissances du monde. George Bush, président des États-Unis depuis 1 an à peine, a pris la succession de Ronald Reagan, l'homme qui qualifia l'Union soviétique d'empire du mal et qui porta au plus haut niveau la confrontation nucléaire avec le bloc communiste. Va-t-il poursuivre la politique de son prédécesseur? Mikhail Gorbatchev, lui, est secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique depuis 1985. Il avait 54 ans. Il a rajeuni l'équipe dirigeante et engagé des réformes radicales. En politique étrangère, il a mis à bas le rideau de fer et permis aux pays satellites de l'URSS, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, de reprendre leur destin en main. En politique intérieure, il a entrepris la démocratisation du pays en lançant 2 slogans révolutionnaires: la glasnost et la perestroïka. La glasnost, c'est la liberté de parole. La perestroïka, c'est la restructuration de l'économie et de l'organisation sociale. Les gens demandent qu'est-ce que c'est que la perestroïka? Eh bien, c'est faire son travail honnêtement. C'est ça la perestroïka. C'est aider les autres, c'est sentir l'épaule des autres. C'est ça le socialisme. Et dès que Gorbatchev a dit « à vous la liberté de parole », c'était fini. Après ça, il n'était plus possible d'arrêter quoi que ce soit, de revenir en arrière. C'était trop tard. Après, tout a coulé de source. Seulement voilà, en 1989, le bilan est mitigé. Si la société respire enfin, si la censure des journaux a été abolie, si les libertés individuelles sont de plus en plus respectées, si les internements arbitraires ont disparu, la vie quotidienne des Russes se dégrade. C'est dans ce contexte que se déroule l'entrevue de Malte. Gorbatchev arrive à cette rencontre de Malte dans une situation extrêmement fragilisée. Il a un impératif: obtenir des Américains la fin de l'escalade nucléaire pour des raisons morales, bien sûr, mais aussi économiques. La réduction drastique des dépenses militaires de son pays lui permettra de financer sa fameuse perestroïka et d'élever le niveau de vie de sa population. Non seulement les pays européens, mais aussi le monde entier était embourbé dans cette guerre froide. Imaginez-vous, l'URSS et les États-Unis ont dépensé des dizaines de milliards de dollars pour la course aux armements. Vous pouvez imaginer ce qu'on aurait pu faire avec tout cet argent. Pendant le mois précédant la rencontre, l'administration Bush était divisée en 2. Le président Bush, c'est là où j'ai joué un petit rôle, a rassemblé tout son petit monde à Camp David, la résidence de vacances présidentielle.
Et il a invité à parler, devant toute cette équipe, 2 personnes, représentant 2 points de vue universitaires différents sur Gorbatchev. Le professeur Richard Pipes de Harvard, qui n'avait pas confiance en Gorbatchev, ne croyait pas en lui et pensait que la perestroïka était un tour de passe-passe. Et moi, le professeur Stephen Cohen de Princeton. Moi, en 1989, je défendais le point de vue selon lequel Gorbatchev représentait pour les États-Unis une occasion historique de mettre fin à la guerre froide. Après nos interventions, l'équipe nous a posé des questions. Il m'est apparu alors clairement que le président avait déjà pris sa décision. Il allait mettre fin à la guerre froide à Malte sur ses bateaux. Bush a prononcé cette fameuse phrase « L'URSS n'est plus notre ennemi ». Moi, en retour, j'ai dit la même chose. On s'est serré la main. Donc ce geste et ce discours ont symbolisé la fin de la guerre froide. La fin de la guerre froide était pour tous une grande réussite. Une question nous est venue tout de suite à l'esprit. Comment va-t-on agir maintenant dans ce nouveau contexte? C'était difficile de répondre. C'est dans ce nouveau contexte politique que Mikhaïl Gorbatchev se rend à Vilnius, en Lituanie, où des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour réclamer l'indépendance de leur pays. Avec son épouse, Raïssa, il est venu sur place pour jauger la situation qui est préoccupante, car la Lituanie fait partie intégrante de l'Union soviétique. Avec les 2 autres pays baltes, Lettonie, Estonie, elle a été annexée par l'URSS en 1940. Quand Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev est venu ici, je l'ai accompagné partout, dans les rues, sur les places, à la rencontre avec les intellectuels. À chaque fois qu'il posait la question « Voulez-vous vraiment vous retirer de l'Union soviétique ?», ses interlocuteurs répondaient d'une seule voix « Oui ». Que pouvait-il répondre d'autre que oui? C'était évident. De retour à Moscou, Mikhaïl Gorbatchev tire pour ses collègues du parti un autre bilan de ce voyage. Quand Gorbatchev est rentré de Vilnius, il s'est adressé au bureau politique avec enthousiasme. Il a dit « Tout va bien. Ils veulent rester avec les Russes pour faire partie de l'Union soviétique. Il n'y a aucun problème. » Et pourtant, 2 mois plus tard, la Lituanie a déclaré unilatéralement son indépendance. Pour la première fois dans l'histoire de l'URSS, une de ces républiques fait sécession. L'affaire est grave, car la contagion est probable. Mikhaïl Gorbatchev temporise. Il reste en cela fidèle aux règles qu'il s'est fixées dès son arrivée au pouvoir. Ce qui compte pour Gorbatchev, et ce qui pour moi témoigne de ses qualités exceptionnelles, c'était son attachement à certains principes moraux, son aversion à l'usage de la force, sa formation. Étant juriste de formation, il attachait une grande importance à la primauté de la loi. Je jure solennellement de servir les peuples de notre pays, d'agir strictement selon la Constitution. Pour continuer en toute légalité ces fameuses réformes, Gorbatchev s'est fait élire président de l'URSS par le Congrès des députés du peuple. Dans la foulée, il supprime le monopole du Parti communiste, instaurant ainsi le multipartisme en Union soviétique. Il fallait tout réformer de façon radicale, je le savais. Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev le pensait aussi. Mais lui, il était plutôt partisan de perfectionnement ou d'aménagement. Il me disait « Fais gaffe, Alexandre. Un monstre comme le parti, on risque d'en perdre le contrôle du jour au lendemain. » Ce système était à bout de souffle. Il était dépassé. C'était évident, car il menait une politique autoritaire. Le Parti communiste et l'appareil administratif exerçaient un contrôle total. Comme vous pouvez le constater, toutes mes initiatives novatrices se sont heurtées à la résistance de la nomenclatura. C'était tout le temps la même chose.
Le Parti communiste, au lieu de prendre la direction des affaires et de mettre en œuvre la perestroïka, a commencé à freiner tout le processus. Il y avait des personnes qui considéraient qu'on ne pouvait démanteler le système communiste qu'en mettant en pièces l'Union soviétique. Moi, je ne comprenais pas ça, et je ne pouvais pas l'accepter. Parce que je pensais en toute honnêteté qu'il valait mieux faire une union dans le style de votre Union européenne. C'est pour ça que j'ai préparé un nouveau programme économique à réaliser en 500 jours. J'ai été obligé d'intervenir à ce sujet pendant les débats au Parlement pour critiquer sévèrement Yavlinsky et Gorbatchev lui-même. Je leur disais, comment pouvons-nous passer à l'économie de marché en 500 jours si nous n'avons pas élaboré une théorie concernant la liberté du marché? Comment pouvez-vous résoudre ce problème en 500 jours? C'est de la folie. Le président Gorbatchev est en fait confronté à l'éternel dilemme. Marxisme et capitalisme sont-ils compatibles? Autrement dit, peut-on organiser un marché libre dans une économie dirigée? La perestroïka, censée répondre à cette question, n'a pas les effets escomptés. L'ouverture à la concurrence dans le commerce est un échec. En effet, si les prix des marchandises sont restés fixes, les producteurs, devenus indépendants, ne veulent plus vendre à perte. Résultat, la production s'effondre et les étals des magasins se vident. C'est la pénurie. Il n'y a rien dans les magasins. On passe son temps à courir. Il n'y a rien. Il faut faire quelque chose. Il faut agir. Ce n'est pas une question à poser à Mikhail Sergueïevitch. Gorbatchev parlait de la nécessité de libérer les prix des produits des premières nécessités déjà 2 mois après son élection. Mais plus le moment approchait de prendre une décision, d'assumer ses responsabilités, plus le stylo s'éloignait du papier. Mikhail Gorbatchev tergiverse et finalement renonce à son programme, mais c'est trop tard. L'économie est complètement désorganisée. Le dollar, qu'on s'échange à la sauvette, est devenu la monnaie de référence. Le rouble s'est écroulé, l'inflation grimpe. Des mendiants apparaissent dans les rues de Moscou, ce qui ne s'était encore jamais vu. Les salaires et les retraites ne sont plus versés régulièrement. Avec le recul, 20 ans plus tard, Mikhail Gorbatchev revient sur ce programme économique avorté. En fait, c'était une grande bêtise. Il est impossible de réaliser la transition d'un système économique à un autre en 500 jours. On a échoué. On a vraiment échoué. L'échec est tel que le 1er mai 1990, sur la place Rouge, il se passe un événement unique dans l'histoire de l'Union soviétique. Un dirigeant du pays est contraint de quitter la tribune officielle sous les huées de la foule. Un homme, en disgrâce depuis quelques années, apparaît alors en première ligne sur la scène politique, Boris Yeltsin. Ce haut fonctionnaire pur apparatchik provincial, reconnu pour son efficacité et son franc-parler, avait été nommé par Gorbatchev premier secrétaire du parti à Moscou avant d'être écarté pour avoir critiqué les lenteurs de la perestroïka. Je dois vous avouer que la nomination d'Eltsine a été notre erreur commune au parti. On s'était longtemps interrogé. Est-ce qu'on l'accepte ou non parmi nous? On m'avait dit Mikhail Sergueïevitch, c'est quelqu'un de confiance, il faut qu'il fasse partie de notre équipe. Lui, il ne va pas tergiverser, il va prendre des décisions. Donc on l'a pris. Comment tout ça s'est fini? Vous le savez bien. Élu député du peuple, à la tête des réformateurs communistes, Boris Yeltsin ne cesse de montrer son hostilité à Gorbatchev. Il s'en prend régulièrement à lui au Parlement. Le moment est venu de présenter à la société le tableau objectif de la situation. C'est ce qu'aurait dû faire Mikhail Gorbatchev. C'est lui qui a proclamé la perestroïka et il est impliqué au premier chef dans la crise qu'elle traverse actuellement. La politique étrangère de Gorbatchev est tout autant critiquée que les ratés de sa perestroïka.
On l'accuse d'avoir cédé aux Occidentaux, non seulement en ne négociant pas sérieusement le départ de ses troupes d'Allemagne de l'Est, mais encore sur un point beaucoup plus important. L'administration Bush a dit à Mikhail Gorbatchev: nous sommes tous d'accord. Il faut une Allemagne unifiée. Cette question ne peut plus être repoussée, c'est historiquement juste. Mais que faire de cette Allemagne unie? Où la placer? Une solution était de placer l'Allemagne dans l'OTAN afin de la contrôler. Mais Gorbatchev ne voulait pas de cette proposition. C'était une trop grande capitulation, une trop grande concession pour lui. Alors Gorbatchev s'est vu proposer, ou a demandé, je ne sais pas exactement, que si l'Allemagne entrait dans l'OTAN, l'OTAN ne puisse plus s'étendre vers l'Est. En d'autres termes, l'OTAN devrait s'arrêter aux frontières de l'Allemagne. Les Occidentaux ont fait cette promesse à Gorbatchev, mais il a commis une erreur. Il a fait confiance aux Américains. En effet, il était évident que les Polonais, les Hongrois, les Tchécoslovaques feraient tout pour entrer dans l'OTAN, repoussant ainsi les limites de l'organisation aux frontières de l'URSS. Gorbatchev, de plus en plus affaibli, obtient pourtant un succès lorsque le 28e congrès du Parti communiste le reconduit facilement dans ses fonctions de secrétaire général. Les conservateurs sont mis en minorité, mais coup de théâtre, Boris Yeltsin claque la porte du parti. Nul autre que moi ne l'a jamais vu dans cet état. Il était blême, profondément bouleversé. Lui qui était nourri du lait de la mère communiste. Lui qui devait tout ce qu'il avait dans sa vie au communisme. Ne voilà-t-il pas qu'il lui fallait abandonner tout cela? Souvenez-vous de cet épisode dans la salle du Congrès au Kremlin. On le voit de dos. Il remonte l'allée au cœur de ce pouvoir qui était, il y a peu de temps encore, impitoyable, tout-puissant, mais maintenant en voie de destruction. En fait, par cette sortie, il s'avance vers un nouveau pouvoir potentiel. À l'automne 1990, voilà la situation. Les démocrates ont laissé tomber Gorbatchev après l'abandon du programme des 500 jours. Et les communistes l'ont aussi abandonné, suivant le principe « À quoi peux-tu nous servir maintenant après tout ce que tu nous as fait ?» Et il est resté suspendu dans le vide. Le vide étant une position intenable, le président Gorbatchev est contraint de choisir. Comme il lui est impossible de s'entendre avec Yeltsin pour des raisons politiques et personnelles, il se tourne vers les communistes, bien qu'il lui reproche d'avoir supprimé le monopole de leur parti. Il constitue avec eux une nouvelle équipe à poigne. Il nomme Boris Pugo, ministre de l'Intérieur, Dmitri Yazov, ministre de la Défense, Vladimir Kryuchkov, patron du KGB. Puis il fait de nouvelles concessions à l'aile dure en faisant de Gennady Yanayev son vice-président et de Valentin Pavlov son premier ministre. Ce changement de cap est tellement flagrant que son plus fidèle compagnon d'armes, Édouard Shevardnadze, claque la porte. C'est l'avènement de la dictature. Je le déclare en toute conscience. Personne ne sait ce que va être cette dictature, ni qui sera le dictateur, ni quelles seront ses pratiques. Je veux dire ceci. Je démissionne. Je le fais pour protester contre la dictature. Merci beaucoup. Après moi, c'est Gorbatchev qui a pris la parole. Il a dit: c'est faux. Il n'y a aucune menace. S'il y a une menace réelle, pourquoi lui, Shevardnadze, est-il au courant et moi pas? Moi, j'avais des informations sûres. Vous savez pourquoi? Eh bien, dans l'administration des affaires étrangères que je dirigeais, 30 à 40% de diplomates émargeaient au KGB. Ils savaient tout. Et naturellement, ils me tenaient informé aussi. Et Gorbatchev n'a pas voulu me croire. Le durcissement du régime à Moscou pousse les conservateurs communistes des pays baltes à relever la tête.
Ils descendent dans les rues de Vilnius et de Riga pour réclamer le maintien de leur pays dans le giron soviétique. Ils se heurtent aux indépendantistes. La tension monte. Il y avait des meetings qui rassemblaient 100 à 150 000 personnes. On ne voyait pas la fin de cette foule qui allait au-delà de l'horizon. Des hauts fonctionnaires m'ont fait venir à Moscou et m'ont dit « Nous vous offrons tous les moyens nécessaires pour étouffer ce mouvement. » Je leur ai dit « Je n'en veux pas, je ne le ferai pas. » Alors les propositions de ce genre ont cessé. Un coup de force se prépare à Vilnius. Les commandos sont sur le pied de guerre. Un ordre de Moscou et ils interviennent. Devant moi, le président Gorbatchev a téléphoné à Yazov. Le ministre de la Défense, il lui a dit « Est-ce que ça va encore durer longtemps? Pourquoi n'avez-vous pas raison de cette poignée de nationalistes ?» Yazov lui a répondu « Mikhail Sergueyevitch, vous êtes le commandant en chef. Donnez-moi l'ordre par écrit et demain, non seulement cette tour de télévision n'existera plus, mais il n'y aura plus rien là-bas. » Et Gorbatchev a dit « Ma parole ne te suffit pas ?» En fait, personne ne voulait assumer la responsabilité de faire couler le sang. La conséquence de l'indécision du pouvoir au Kremlin ne se fait pas attendre. Le commando d'élite Alpha s'empare des bâtiments publics à Vilnius. Il affronte les nationalistes repliés dans l'immeuble de la télévision. Bilan, 14 morts et 700 blessés. Les mêmes événements se produisent à Riga. Ils font 4 victimes. Gorbatchev réagit aussitôt, ce qui n'était pas dans les habitudes des dirigeants soviétiques jusque-là. Je regrette profondément les événements tragiques survenus récemment en Lituanie et à Riga. Et j'exprime mes sincères condoléances aux familles touchées par cette tragédie. Les morts de Riga et de Vilnius ont un énorme retentissement en URSS, mais aussi en Occident. Après ces événements, l'Occident, et principalement les États-Unis, étaient inquiets. Ils craignaient que cela déstabilise non seulement les pays de l'Est, nouvellement indépendants, mais aussi l'Union soviétique elle-même. Je me rappelle les réflexions de George Bush, de Margaret Thatcher et de François Mitterrand à ce moment-là. Ils avaient peur que ces événements entravent la perestroïka de Gorbatchev. Gorbatchev qu'ils appréciaient tant et qui leur donnait l'espoir de voir l'Union soviétique se démocratiser vraiment. Justement, le président Gorbatchev, pour franchir une nouvelle étape vers la démocratie, décide d'organiser un référendum, le premier et le dernier dans l'histoire du pays. Il s'agit pour la population de se prononcer sur le maintien ou non de l'URSS dans le cadre d'un nouveau traité d'union qui reste à définir. Les électeurs répondent oui à 76%. Le même jour, un autre référendum a lieu en Russie seulement. La population se prononce à 70% pour l'instauration d'un poste de président de Russie élu au suffrage universel. Le 16 juin, Boris Yeltsin prête serment. C'est lui qui vient d'être élu premier président de Russie. Moscou est désormais le siège de 2 pouvoirs qui s'opposent. Celui de l'Union soviétique, représenté par Gorbatchev, et celui de Russie, avec à sa tête Yeltsin, qui incarne, lui, l'espoir du peuple russe. S'il y avait des contradictions entre Gorbatchev et Yeltsin, elles n'étaient pas très graves. Ce qui les animait, c'était la lutte pour le pouvoir, la lutte pour la première place. C'est tout. Pour l'essentiel, c'est tout ce qui les séparait.
Je dois dire que ces hommes-là aimaient tellement le pouvoir que, à mon avis, si Eltsine était devenu secrétaire général du parti, le parti aurait été renforcé. Voilà le paradoxe. Dans cette lutte, Gorbatchev est handicapé par son bilan économique. Pour sortir du marasme dans lequel on l'accuse d'avoir plongé son pays, il n'a pas d'autre solution que de se tourner vers les Occidentaux. Il veut obtenir une aide financière à grande échelle. Il se fait donc inviter à Londres, au sommet des pays les plus industrialisés de la planète, le G7. Les paroles étaient aimables. Lui-même a fait un plaidoyer remarquable en disant, écoutez, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Hein. On m'a demandé de prendre des experts, je les ai pris. On m'a envoyé des experts américains, je l'ai fait. On m'a demandé de libérer les prix, je les ai libérés. On m'a demandé de libérer les marchés, je les ai libérés, etc. Bon. Mais voilà, je suis au bout, et si vous ne m'aidez pas, ce sera la catastrophe. Celui qui était le plus surprenant, c'était Major, l'anglais, qui présidait. Il l'a complimenté, puis il l'a raccompagné, puis il nous a réunis nouveau pour discuter après. Et à ma grande surprise, il a dit, oui, c'est vrai, il faut aider Gorbatchev, mais l'avenir est incertain. Et puis, nous aurons des obligations, il faut garder un peu de nos provisions pour ses successeurs. Ce qui, et peut-être la façon dont c'était dit, était quand même assez surprenant, parce que c'était admettre l'idée que Gorbatchev allait plonger. Le courant occidental qui a gagné préférait en fait Eltsine. C'était un leader à poigne, brutal, très opposé en fait à la démocratie, et il pensait qu'il pourrait garder la Russie sous son contrôle. Gorbatchev, lui, aurait tenté de mener la Russie vers la démocratie, une démocratie sociale, et vers une forme d'indépendance que l'Ouest préférait éviter. Il valait mieux avoir en face un dictateur à qui on pourrait faire ce qu'on voulait. Si le G7 avait donné à Gorbatchev une aide économique et financière conséquente, une vraie ligne de crédit, jamais il n'y aurait eu de tentative de coup d'État. Il n'aurait pas osé s'attaquer à Gorbatchev. S'il avait obtenu une aide financière de 20 milliards, il ne l'aurait jamais fait. Mikhail Gorbatchev, qui est revenu bredouille de Londres, c'est que sa position politique ne tient plus qu'à un fil. Les vacances approchent et des bruits de coup d'État courent à Moscou. Ils sont justifiés. Un putsch est bel et bien en gestation. Il a été préparé de longue date par une poignée d'hommes, tous proches du président Gorbatchev ou membres de son gouvernement. Ça a débuté en décembre 90. On ne se réunissait pas tous ensemble. On se voyait en petit comité. Le pays partait à volo. Et des mesures extraordinaires s'imposaient pour stopper ce processus. Nous avions derrière nous la constitution de l'Union soviétique et le référendum de mars, au cours duquel le peuple avait dit fermement non à la destruction de l'Union soviétique. Les futurs putschistes sont fermement opposés au nouveau traité que prépare Gorbatchev. Ce traité doit faire de l'Union soviétique une fédération d'États souverains, des États qui pourront disposer d'une très large indépendance. Le projet de traité pour créer cette nouvelle union était prêt. Il a été publié fin juillet. Les principaux problèmes étaient presque résolus. Le jour de la signature de ce traité avait même été décidé. C'était le 20 août. Les premiers signataires devaient être la Russie et la Biélorussie. Les putschistes se sont dit « il est temps d'agir ». Voilà, c'est ainsi. Alors que Mikhail Gorbatchev, son épouse Raïssa et sa famille se reposent en Crimée dans la villa présidentielle, le 18 août, il se passe un événement inquiétant. Le ministère de la Défense a coupé l'électricité et le téléphone dans toute la villa présidentielle. Les militaires m'ont dit qu'ils en avaient reçu l'ordre, que c'était comme ça, et ils ont quitté la villa. En même temps, des navires de la marine soviétique patrouillent ostensiblement le long de la côte.
Il s'agit d'installer un climat de tension dans la résidence. Peu après, une délégation de ministres et de membres du parti force la porte du président Gorbatchev. De but en blanc, il lui demande d'instaurer l'état d'urgence dans le pays. En fait, de cautionner un coup d'État. Il répond en mettant en avant les principes constitutionnels. C'est simple. J'ai dit à ces putschistes, vous allez réunir le congrès du peuple, puis vous allez vous exprimer devant lui, et moi je ferai de même ensuite. Après, nous prendrons la décision qui convient. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit, dans ce cas, signez votre démission. J'ai refusé. Le putsch s'est donc heurté à ma résistance, et il n'a pas reçu mon soutien. Il voulait l'obtenir de moi. C'est ainsi que les choses se sont réellement passées. Selon l'un des putschistes présents, le comportement de Gorbatchev ce 18 août à Foros, alors que se joue l'avenir du régime, a été bien différent. Vous savez, Gorbatchev, j'étais là, s'est comporté de la façon suivante. Il a pris une feuille de papier et il a dit « Bien, je vais écrire au président du Parlement pour qu'il réunisse le congrès du peuple ». Il a pris son stylo, il a pris une feuille de papier et il s'est mis à manipuler ces deux objets. Et puis il a dit « Mais en fait, pourquoi dois-je écrire? Vous qui êtes ici, dites au président de réunir le congrès. » Un autre participant interprète, lui, l'attitude du président Gorbatchev comme un encouragement implicite au coup d'État. En fait, nous avions le sentiment que le président ne pouvait pas nous dire directement « Allez-y les gars, faites votre coup d'État, saisissez-vous d'Eltsine et tirez-le par les pieds et balancez-le je ne sais où ». Non, il n'a rien dit de tel. Mais les présidents ne tiennent jamais ce langage-là, n'est-ce pas? Les putschistes rentrent donc à Moscou sans l'aval officiel du président Gorbatchev. Ils décident alors de précipiter les événements. Déclaration des dirigeants soviétiques. Étant donné l'incapacité pour des raisons de santé de Mikhail Gorbatchev à remplir ses fonctions de président de l'URSS, conformément à l'article 127 alinéa 7 de la Constitution, l'état d'urgence est institué. 500 chars font leur entrée dans Moscou. C'est le putschiste Yassov, ministre de la Défense, qui leur en a donné l'ordre. Ils investissent les points stratégiques, les ministères, la radio, la télévision. Ils encerclent le Parlement de la Russie, la Maison-Blanche. Les putschistes qui siègent au Kremlin décrètent la censure, l'interdiction des manifestations, le couvre-feu. Ils contactent Boris Yeltsin qui refuse leur proposition d'alliance. À la datcha de Boris Yeltsin, nous avons alors rédigé un appel au peuple. Nous avons trouvé une formule absolument nette, précise et opportune, disant que le président légitimement élu, Gorbatchev, a été écarté du pouvoir et que les putschistes sont des criminels d'État. C'était la clé de tout ce qui allait se passer pendant ces 3 jours. Cette phrase seule, c'était une clé destinée à la communauté internationale et à la population à l'intérieur du pays. Alors que de plus en plus de moscovites convergent vers la Maison-Blanche cernée par les chars, Boris Yeltsin décide de s'y rendre pour parler avec les tankistes, des appelés du contingent pour la plupart. Je lui ai dit, vous n'y pensez pas, Boris Nikolaevitch, c'est exclu. Nous ne savons pas ce qui se trame. Nous ne savons pas qui peut vous guetter depuis un toit ou depuis un balcon. Vous ne devez pas faire ça. Il s'est retourné et m'a dit « Donne-moi le texte de la déclaration ». J'ai encore essayé de le persuader de renoncer, mais 5 ou 7 minutes plus tard, Eltsine était monté sur un char et nous étions quelques-uns avec lui. Puisque je n'ai accès ni à la télévision ni à la radio,
Je vais lire ceci. Aux citoyens de la Russie, la nuit du 18 au 19 août 1991, le président élu dans le respect de la loi a été éloigné du pouvoir. Cela nous fait déclarer le soi-disant comité hors la loi. La déclaration de Boris Yeltsin a un effet immédiat sur les manifestants qui viennent de se trouver un chef. Les jeunes soldats dans leurs blindés sont désemparés par ce revirement de situation. Ça a commencé à mal tourner pour nous quand Yeltsin et son entourage, les Popov, les Sobchak et consorts, tous ces nationaux traîtres, on ne saurait les qualifier autrement, ont rassemblé devant la Maison-Blanche près de 100 000 personnes. Ça a fait basculer définitivement la barque. À 17h, les putschistes se montrent pour la première fois. Gennady Yanayev, entouré de 5 hommes, donne une conférence de presse. Ministres ou dignitaires du parti, ils ont tous été nommés par Gorbatchev. Je voudrais annoncer que le comité de gestion de l'état d'urgence de l'URSS se rend pleinement compte de l'importance de la crise qui a frappé notre pays. En raison de l'incapacité de Mikhaïl Gorbatchev d'assumer ses fonctions de président de l'URSS pour des raisons de santé, j'assume temporairement les fonctions de président. En Crimée, Mikhaïl Gorbatchev et son entourage, qui ont suivi les événements sur le poste de télévision du gardien de la villa, ont compris les intentions des putschistes. La conférence de presse, où l'on a vu Yanayev avec les mains tremblantes, a choqué Raïssa. Gorbatchev a dit que maintenant, les putschistes allaient essayer de mettre la réalité en conformité avec leurs mensonges à propos de son état de santé. Ils allaient donc l'empoisonner. À partir de ce moment, il a refusé de manger ce qui venait de la cantine. Sans contact avec l'extérieur, Mikhaïl Gorbatchev, qui craint pour sa vie, enregistre une déclaration devant une caméra amateur. Nous avons retrouvé ce document exceptionnel dans un lot d'archives. Après la conférence de presse de la commission d'état d'urgence, dirigée par le camarade Yanayev, j'ai compris que le public russe et étranger avait été désinformé. Je déclare que tout ce qu'on dit sur ma santé est faux. Ce mensonge a servi au complot contre la Constitution. Le président légitime est empêché d'exercer ses fonctions. En plus, la résidence en Crimée, où je suis en vacances, est entourée de militaires. Je suis aux arrêts. Le lendemain, Boris Yeltsin, qui a passé la nuit dans le Parlement, protégé par un important service de sécurité, reçoit de plus en plus de soutien dans le pays et à l'étranger. Des barrages sont érigés par les moscovites autour des chars, dont les occupants qui n'ont reçu aucune consigne commencent à se fatiguer. Chez les putschistes, la confusion est totale. Un à un, ils cherchent à se défiler. Nous tous, les membres de la commission pour l'état d'urgence, nous n'étions pas le genre de personnes qui pouvaient faire tirer sur notre peuple. Il n'y aura pas de guerre civile, ni de bain de sang. Seulement un accident durant la nuit lorsque les chars commenceront leur retrait. Il y avait une sortie qui avait été bouchée par des véhicules type balayeuse municipale, trolleybus, camion. Et derrière, il y avait quelque chose, probablement des chars, qui poussaient en essayant de passer à travers. J'ai vu un type, 5 types, 10 types courir à fond de train
vers les chars. Et puis derrière, 100, 150, 200. Quand ils sont arrivés au char, hop, ils ont défait la bâche qui était pliée sur l'arrière du char, hop, ils l'ont jeté par-dessus le char ne voyait plus rien. Et les chars, sans voir, puisqu'ils étaient couverts par la bâche, ils ont commencé à reculer. À ce moment-là, ils ont écrasé deux jeunes. Alors il y a eu un grand cri de la foule. Donc là, la foule a fait sortir les soldats, mais il n'y en a eu aucun qui a été lynché. Hein. Au contraire, il les persuadait, il disait « Frère, qu'est-ce que vous alliez faire? Qu'est-ce que vous alliez faire ?» Pour la première fois en URSS, les gens ont agi selon leur conscience ou leur intérêt et pas sur des ordres contraignant tout le monde. Le 21 août au matin, l'état d'urgence est levé. Les putschistes capitulent. Les chars regagnent leur caserne dans la liesse populaire. Il s'agit maintenant de faire revenir Gorbatchev à Moscou. Les putschistes, dans la panique, décident d'envoyer Vladimir Kryuchkov et quelques autres en Crimée auprès de Gorbatchev. Ils pensent se protéger auprès de lui des conséquences du drame qu'ils ont provoqué. Apprenant cela, Yeltsin, qui sent un mauvais coup possible, décide d'envoyer son vice-président Routskoï en Crimée pour chercher lui-même Gorbatchev. Il apparaîtra ainsi comme son sauveur aux yeux de l'opinion mondiale. Il informe donc les ambassades occidentales à Moscou de son initiative. J'étais en contact avec l'ambassade de France là-bas, qui me tenait au courant qu'un avion allait partir. Et je dis à l'ambassadeur, mettez-moi quelqu'un dans l'avion, mettez-moi quelqu'un dans l'avion. Ce quelqu'un, c'est un diplomate français qui parle très bien russe. Il rejoint Routskoï et son équipe, dont l'avion atterrit 2 heures plus tard en Crimée. Ils se rendent aussitôt auprès de Gorbatchev. Gorbatchev était protégé par une petite unité qui nous ont emmenés vers Gorbatchev, sa femme Raïssa et tous ceux qui l'entouraient. Par contre, les putschistes étaient tout autour. Je lui ai dit qu'en ce qui nous concernait, on était favorable à ce qu'il avait fait et qu'on était venu pour l'aider à revenir, ce qui l'enthousiasmait. C'est sa femme qui était vraiment très marquée et ça faisait vraiment beaucoup de peine. Routskoï leur a dit « on est venu pour vous libérer ». Le problème, c'est que Kryuchkov et sa bande de putschistes sont toujours là. Et qu'eux aussi veulent prendre le président Gorbatchev dans leur avion pour le retour à Moscou. Gorbatchev nous a dit « Merci les gars, mais ils sont venus me chercher, je vais rentrer dans leur avion. Ce soir, nous allons faire nos bagages et demain matin, nous partirons. » Nous, l'équipe Yeltsin, nous lui avons dit « Non, pas question. Vous partez tout de suite et avec nous. » Gorbatchev tentait de partir avec les putschistes, se résigne à prendre l'avion envoyé par Yeltsin. Mais il a compris ce qu'il attendait. Mikhaïl Gorbatchev était désemparé. Il n'était pas dans son état normal. Il ne savait que dire. Il tremblait de tous ses membres. Et je sais pourquoi. Parce qu'il avait compris qu'il allait tout perdre. Une imposante délégation de partisans de Boris Yeltsin, le vainqueur du putsch, attend le président Gorbatchev sur la piste à Moscou. Il essaie de faire bonne figure. Son épouse Raïssa et sa petite fille sont visiblement éprouvées. Il condamne vigoureusement le coup d'État, mais il ne peut faire autrement que de rendre hommage à son libérateur. J'exprime ma reconnaissance pour leur attitude résolue aux habitants de la Russie et à leur président, Boris Nikolaïevitch Yeltsin, qui se sont opposés fermement à cette aventure. Mikhaïl Gorbatchev est désormais à la merci de Boris Yeltsin, qui s'érige en sauveur de la perestroïka et de la démocratie.
Et devant le Congrès des députés du peuple, il ne tarde pas à porter le coup de grâce à son rival. Il brandit le texte d'un décret qui doit suspendre les activités du Parti communiste en Russie tant que le rôle exact des proches de Gorbatchev dans le putsch ne sera pas établi. Un des députés va plus loin. Étant donné son rôle dans le putsch, êtes-vous d'accord pour que le Parti communiste soit dissous en tant qu'organisation criminelle? Comme la question était très directe, je vais répondre de la même façon. Lorsque vous parlez de la dissolution du Parti communiste en tant qu'organisation criminelle, je ne suis pas du tout d'accord. Interdire le parti carrément, ce serait une erreur de la part du gouvernement et du président démocrate. Il se passe alors une scène incroyable. Boris Yeltsin vient à la tribune. Il veut que Gorbatchev co-signe avec lui le décret. Le président rechigne, Yeltsin insiste, Gorbatchev refuse. Yeltsin regagne son banc et... Camarades, pour en finir, permettez-moi de signer l'ordre de l'arrêt de l'activité du Parti communiste russe. L'arrêt est signé. Ces images, diffusées en direct sur toutes les télévisions de l'URSS, accélèrent le délitement de l'Empire. Le gouvernement soviétique reconnaît dans les semaines qui suivent l'indépendance des pays baltes, de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Ukraine, de la Biélorussie. C'est alors que le président Gorbatchev, qui cherche à préserver un lien, même ténu, entre Moscou, l'Ukraine, la Biélorussie et les républiques asiatiques, a l'idée de créer une union économique. On a travaillé sur un nouveau traité d'union économique et Yeltsin faisait partie de l'équipe. Il a même signé. On a publié ce projet de traité et on l'a envoyé aux dirigeants de toutes les républiques pour qu'ils le ratifient. Et lui, Yeltsin, derrière mon dos, préparait les accords de Belovedjiye. En effet, le 8 décembre 1991, dans le relais de chasse de Belovedjiye, au fin fond de la Biélorussie, Boris Yeltsin réunit secrètement les présidents biélorusses et ukrainiens, Stanislav Shushkevich et Leonid Kravchuk. Il s'agit de signer avec eux une nouvelle alliance politique et économique pour torpiller celle de Gorbatchev et dépouiller un peu plus sa fonction de président de l'URSS. Sans Yeltsin et sans la participation de la Biélorussie et de l'Ukraine, il n'y aurait pas eu la dissolution de l'URSS. C'est tout simple. Et s'il n'y avait pas eu la dissolution, il y aurait eu, selon les principes bien rodés que nous connaissions tous, une reconstitution de l'ancien régime. Mikhail Gorbatchev a tout perdu. Il boit le calice jusqu'à la lie. Le 21 décembre, à Alma-Ata, au Kazakhstan, 11 républiques adhèrent à la CUI, la nouvelle union économique créée par Yeltsin. Elle marque ainsi l'acte de décès de l'URSS, devenue une coquille vide. Gorbatchev s'efface. On a passé la moitié de notre temps à se préoccuper de l'avenir de l'URSS, ça suffit. Quand on est né lièvre, on ne deviendra jamais un loup ou un lion. Vous comprenez? Quelle que soit la mentalité et l'intellect de ce lièvre, il restera lièvre. Un loup ou un lion, ça n'a pas d'intellect, mais ça peut en un instant vous couper la gorge à coups de dents. C'est à peu près le rapport qui existait entre Yeltsin et Gorbatchev. Yeltsin était un homme très capable, c'est vrai. Son unique défaut, il buvait. Si vous veniez le voir avant midi, il vous parlait normalement. L'après-midi, il était ivre.
Et si la vodka n'était pas fraîche, il réprimandait ses assistants. Pourquoi la vodka n'est-elle pas fraîche? Eltsine était une personne intelligente et courageuse. Il avait même certaines bonnes idées. Mais c'était un aventurier. Au Kremlin, Gorbatchev ne règne plus que sur des bureaux de plus en plus vides, que l'aventurier Boris Eltsine est impatient d'occuper. Gorbatchev, l'apparatchik devenu démocrate, qui croyait sincèrement réformer le communisme. L'homme qui a détruit la peur, ciment du système soviétique depuis 70 ans, est accusé par son peuple de lâcheté, d'indécision, de faiblesse. Mais pourtant, comment un homme faible aurait-il pu initier la perestroïka, dites-moi? Comment aurait-il pu initier un changement de régime social? La glasnost, la démocratisation, le parlementarisme, la fin de la guerre froide, la cessation des répressions politiques, la cessation des répressions religieuses. Comment? Dites-moi. Vous voyez dans quel nœud de contradiction nous étions à l'époque? Abandonné de tous, le 25 décembre 1991 à 19h, Mikhail Gorbatchev lit sa lettre de démission. Chers compatriotes et citoyens, compte tenu de la situation présente, avec la création de la CEI, je cesse mes activités au poste de président de l'URSS. La signature de Mikhail Gorbatchev au bas de sa lettre de démission était à peine sèche que non loin de là, sur les remparts du Kremlin, le drapeau de l'URSS était affalé. Il avait flotté 74 ans sur l'empire le plus vaste du XXe siècle. Il était remplacé par les 3 couleurs de la Russie. Une nouvelle ère s'ouvrait avec ses promesses de démocratie, de désarmement planétaire et de respect des droits de l'homme. Le temps a passé. Nous savons ce qu'il en reste.